là, à ce moment-là, j'ai pas encore mis de mots sur la crise d'angoisse parce que voilà, c'est pas quelque chose qui est dans mon ADN, qui est connu de moi. On vous apprend pas à l'école. Tu verras, tu auras peut-être des crises d'angoisse. Ça ressemblera à ça. Il y aura ça, ça, ça. Alors en fait, ça a commencé. Je vais reprendre un peu comme si je savais pas ce que c'était, comme ça sera plus simple. Euh, donc j'étais à un poste très technique chez Peugeot Citroën pour donner un peu je vais essayer de donner en fait le contexte un petit peu de l'industrie automobile. L'industrie automobile, c'est un domaine, déjà quand je commence en 2000, c'est un domaine très masculin. Je crois que à l'époque, il y a genre 1 ou 2% de femmes. Euh, c'est très macho, c'est très dur. On parle souvent de l'industrie automobile, on pense la personne sur la chaîne qui fait tous les jours des gestes répétés. C'est vrai, ça existe. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est quand on commence chez Peugeot Citroën, on a un parcours d'intégration. Donc ce parcours d'intégration, il est vraiment très très intéressant parce que justement, on va voir ces postes qui sont pas faciles, hein. Et on se rend compte du coup quand on arrive dans notre bureau que qu'on a de la chance, effectivement. Mais en fait, on se rend vite compte aussi que socialement, c'est très compliqué. C'est un monde de requins. C'est un monde où c'est celui qui réussira le mieux, c'est celui qui se fera le mieux voir par le chef. Moi, j'ai quand même vécu des moments où on rentre dans une salle, vous êtes là tous debout, vous ne comprenez pas, il y a une table, il y a des chaises, mais tout le monde reste debout. Et en fait, on attend que le directeur d'usine arrive pour qu'il s'assied, et là, on s'assied. Ça, c'est des trucs que l'on peut voir encore aujourd'hui dans Camelot, quoi. Donc on peut appeler ça des rois soleil, des gens avec un ego, voilà, et, des gens qui disent quelque chose et si on va contre ce qu'ils disent, on est fusillé sur place. Donc voilà, donc j'arrive dans un domaine qui est comme ça. Par contre, un domaine qui techniquement, vous rentrez dans une usine. À l'époque, je commençais à Aulnay. Enfin, c'est incroyable l'industrie automobile. Techniquement parlant, c'est génial. Et du coup, moi, c'est là-dedans que je vais, puisque à l'époque, je commence comme pilote robotique de l'usine. Donc pour essayer d'expliquer un petit peu, il ne faut pas penser qu'il n'y avait que moi qui m'occupais des robots. Non, non, non. Par contre, il y a plusieurs services. Donc moi, je suis à ce qu'on appelle le ferrage. C'est-à-dire qu'au début, vous avez l'emboutissage, c'est des grosses bobines de métal enroulées. Ça fait des tonnes, hein, c'est gigantesque. Et on va c'est un peu comme un papier toilette, mais en métal. C'est-à-dire on va dérouler comme ça, puis on va couper les tôles qui font une épaisseur vraiment très très fine, hein. C'est 0,6 mm pour certains endroits, 1,2 au maximum. Enfin voilà, c'est très fin. Et donc il y a des grandes machines qui sont là, des presses qui vont taper ces tôles et leur donner une forme pour qu'ensuite on puisse les assembler. Et ça fait les voitures que l'on connaît, sauf que donc avant il y a cette phase de ferrage, c'est-à-dire que le ferrage, on va assembler ces pièces entre elles et ça va vous donner ce qu'on appelle une caisse en blanc, c'est-à-dire ça vous le voyez pas, mais du pur métal en fait, y a rien. Ensuite, on va passer ce métal assemblé dans la peinture, on va peindre la voiture, on va mettre aussi, on va pas mettre que de la peinture, mais alors plein de choses. Puis après, on va les mettre au montage. Et le montage, c'est là où il va y avoir le moteur qui va être installé, les phares, le volant, les rétroviseurs, l'échappement, toutes les pièces qui là sont communes à beaucoup de voitures. D'ailleurs, on se rend compte quand on est à l'intérieur de ça, comme il y a,
il y a beaucoup de trucage en fait autour de l'automobile. On va penser par exemple, ah, mais non, mais Citroën, c'est bien mieux fabriqué que Peugeot, alors que c'est exactement fabriqué sur les mêmes chaînes de montage. Voilà, bon, ça c'est des petites apartés, mais moi j'arrive là-dedans, donc au ferrage, où c'est là qu'il y a le plus de robots qui assemblent. Donc les robots qui assemblent, il y en a différents. Donc c'est des robots qui soudent souvent. Donc on a des espèces de pinces. Vous pouvez aller voir sur internet. Vous tapez pince à roue par exemple, vous allez voir. Et en fait, je vous le caricature, mais le robot il porte une pince et en fait cette pince elle vient presser deux tôles entre elles et on fait plusieurs points comme ça. Vous pouvez ouvrir les voitures, vous regardez, il y a des points sur les feuillures. Et moi, j'arrive, je suis responsable de tout ça pour les méthodes. Donc les méthodes, c'est le service. Alors en plus, c'est très bâtard parce qu'en fait, vous êtes dans l'usine, mais vous ne faites pas partie de l'usine. C'est-à-dire que je faisais partie du centre technique qui à l'époque était à Vélizy et j'étais détaché sur le site d'Aulnay. Et mon job, c'était de faire en sorte qu'il y a les projets qui viennent installer. Donc là, à l'époque, c'était la C3, la première C3. On finissait les Saxo et les 106. Euh, et ils viennent installer de nouveaux robots. Et moi, mon job, c'est de vérifier que ces robots soient installés selon les règles définies par Peugeot Citroën. Donc il y a des règles, hein, on n'installe pas n'importe comment, on ne soude pas n'importe comment, mais là, c'est des soudeurs qui vérifient ça. Mais comme moi, je suis responsable des robots qui portent la pince, bah, souvent les soudeurs disent c'est parce que le robot fait mal. Parce qu'à l'époque, en plus, le robot, c'est lui qui définit les paramètres. Donc voilà, donc c'est pour vous donner un peu le cadre, mais en fait j'étais toujours entre tout le monde, toujours entre tout le monde. Euh, et donc mon job c'est de vérifier ça, mais donc on se fait attaquer par le projet parce que lui il veut faire en sorte qu'on lui fiche la paix et qu'on accepte ce qu'il met en place alors que ben on n'est pas d'accord. Et puis quand vous avez des chefs qui sont pas géniaux et qui s'amusent plutôt à faire leur carrière, bah du coup c'est pas toujours évident. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que niveau technique, ça demande une maîtrise incroyable. C'est-à-dire que moi, donc le week-end par exemple, les installations sont arrêtées, ils font de la maintenance et tout. Et quand ça redémarre le dimanche soir, si ça marche pas, c'est moi qu'on appelait pour venir dépanner. Donc il m'est arrivé souvent d'aller et d'y aller pour appuyer sur un bouton et que ça reparte. Il faut voir le niveau. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais donner un peu le niveau social, mais il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Il y a certaines personnes qui sont géniales, qui sont vraiment, je vais dire ce mot-là, hein, désolé, mais qui sont vraiment intelligents, qui comprennent bien, qui carburent bien, mais surtout qui humainement comprennent et vont chercher d'où est le problème. Et ils vont se débrouiller. Et il y a d'autres personnes, ça c'est plutôt le cas embêtant, qui vont pas se fatiguer à chercher, ils vont se dire, bah attends, moi j'ai un numéro, j'appelle le mec, il va se démerder, quoi. C'est lui qui est responsable, il va se démerder. En plus, alors c'est ce qu'il pense, il me dit, il est payé trois fois mon salaire, alors qu'en fait l'automobile paye très très peu, hein. J'ai fini avec 17 ans de boîte à 2 300 € brut, hein. Donc on n'est pas non plus sur du trois fois le salaire des autres. D'ailleurs, il y a même certaines personnes qui travaillaient la nuit qui étaient beaucoup plus payées que moi, avec beaucoup moins de responsabilités. Et donc voilà, et donc je suis à l'époque vraiment au milieu de tout ça et on se fait attaquer sans arrêt quand c'est en panne. Pourquoi c'est en panne? Qu'est-ce que tu as fait? Alors que vous avez rien fait, quoi. Donc c'est un milieu très très compliqué. En plus à l'époque c'est des cadences 2400 véhicules jour, hein. Il faut les sortir les 2400 véhicules jour. Voilà, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, hein, mais à l'époque c'était 2000, l'automobile c'était encore en pleine expansion. Il y avait un monde pas possible, depuis c'est plus le cas. Pourquoi je vous pose ça? C'est juste pour vous amener un petit peu le truc. Et du coup, moi je prends vite des responsabilités techniques parce qu'on se rend compte que je suis quand même particulièrement bon. C'est-à-dire que j'ai une particularité, vous me mettez dans une usine qui est en panne, je vous trouve les pannes sans avoir besoin d'aide. Voilà, même sur des trucs que j'ai jamais fait, hein, mais je vais tout de suite calculer, voir où est le problème, comprendre. Donc du coup, je deviens ce qu'on appelle un indispensable. Et se développe à l'époque, on me donne en charge une cabine de découpe laser.
Donc techniquement, ça c'est encore plus fort, plus dangereux aussi parce que le laser est invisible à l'œil nu. Donc si vous voyez un rayon laser, vous n'avez pas le réflexe de fermer l'œil. Et si vous prenez le laser dans l'œil explose et vous êtes aveugle. Donc il y a des notions de sécurité. Et on me dit, voilà, cette cabine ne fonctionne plus depuis un certain temps. Et ce que je voudrais, c'est que tu fasses en sorte qu'elle fonctionne. Donc je fais en sorte, avec la maintenance, que ça fonctionne et on est tous contents de moi. Et du coup, on commence à développer le laser chez PSA parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lasers. Alors que chez VAG, tous les Allemands, dans un essor pas possible. Et il y a un vrai intérêt au laser, un vrai intérêt sur différents plans, qualité, tenue, beaucoup de choses. Mais le coût est beaucoup plus cher. Mais bref, PSA, il va à fond. Et du coup, ils me prennent comme, pas responsable de l'ensemble, mais adjoint du responsable qui doit aller mettre en place sur tous les sites, définir donc les standards, donc comment on va souder au laser. Et ça, on ne le voit pas, mais c'est moi qui, derrière, rédige tout. Mon responsable, lui, il va aux réunions principalement. Alors, il était génial, hein, et là, vraiment, il y avait du respect. C'était le début où j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui avait du respect énorme pour moi. Voilà, quelqu'un de très humain. Mais on part souvent en déplacement, parce qu'à l'époque, donc, je dois partir en déplacement. Et voilà, je viens vivre du sujet, vous inquiétez pas. Et des déplacements, le premier, ou un des premiers dont je me rappelle, c'est Sochaux. Donc je fais Sochaux, je fais Rennes, principalement, je fais Mulhouse. Il y a ce qu'on appelle des phases de test, en fait, des installations qu'on met pour des validations industrielles, donc qui ne vont pas produire des voitures, qui vont en produire quelques pièces pour valider que ça fonctionne. Donc du coup, je me balade comme ça à l'est beaucoup, plus au début qu'à l'ouest. J'arrive dans une salle de réunion, donc je déteste ça en plus parce que moi, enfin, faut me déplacer de Vélizy à Sochaux pour que quand on arrive à Sochaux, on fasse une réunion avec Vélizy. Ça, pour moi, c'est des trucs où ça bug dans le cerveau, quoi. Il n'y a pas de logique. Donc, s'il n'y a pas de logique, déjà, c'est mal barré pour la réunion. Parce que je vais pas être dans une bonne. Je vais pas être bien, en fait. Pour moi, il faut une logique. Pour moi, si je vais à Sochaux, c'est pour travailler avec les gens de Sochaux. Moi, je suis quelqu'un de technique, donc je vais sur le terrain, j'agis, et je vais pas perdre mon temps en réunion. Et malheureusement, on me fait ce coup-là. Donc déjà, ça part mal. Il faut quand même comprendre, c'est-à-dire que quelqu'un qui est neuroatypique comme moi, il a besoin d'avoir une logique. Il a besoin de comprendre les choses. Euh, Moi, j'ai pas été éduqué, entre parenthèses, je reprends certaines phrases qu'on m'a dites. J'ai pas été éduqué pour travailler dans un bureau, derrière un PC, à écrire des trucs. Moi, j'ai été éduqué pour aller programmer des robots. Ça, c'était mon job. Je programmais des robots qui soudaient. Et on m'a toujours embauché pour ça. Et j'ai jamais voulu faire autre chose. Sauf que là, on me fait évoluer parce qu'on veut me mettre en avant. Alors, ça part d'une bonne intention, hein, mais on me met mal. Parce qu'en fait, on n'utilise pas mon intelligence. Moi, j'ai une intelligence. J'ai pas que ça, mais j'ai une intelligence technique. J'ai une intelligence des mains. J'ai une intelligence où j'ai besoin de faire des choses, d'agir sur des choses, programmer un robot. Moi, j'ai jamais été aussi heureux que quand j'ai fait une installation beaucoup plus tard à Poissy, de A à Z, j'ai fait toutes les étapes. Alors au début, je me suis fait un peu chier en réunion, hein, c'est sûr, mais après, j'ai vu le matériel qui arrivait, j'étais comme un gosse. J'ai commencé à tout brancher, câbler, démarrer, programmer le robot, souder les voitures. Et là, je voyais une voiture qui sortait soudée, et j'étais juste en extase. Voilà, c'était ça mon job, moi. Sauf que chez PSA, arrivé à un moment, ils veulent plus de ça. C'est-à-dire qu'ils veulent tout sous-traiter. Et que leur personnel ne soit là que pour gérer ceux qui vont faire. Et moi, ça marche pas. C'est pour ça, c'est en partie aussi pour ça que je suis parti après 17 ans. C'est que ça ne marche pas pour moi. Ça n'est pas ça mon deal, mon contrat d'âme, si on veut, pour reprendre la spiritualité. Voilà, moi, c'est le terrain. Du coup, il y a ça déjà. Mais ensuite, il y a autre chose. C'est-à-dire que d'un seul coup, bon, je savais quand même gérer, je savais rester en réunion. J'ai jamais été très à l'aise en réunion, mais voilà, j'avais déjà, comment dirais-je,
J'avais déjà alors, sur le moment, j'avais pensé que c'était de l'agoraphobie. C'est peut-être ça, mais à mon avis, c'est plutôt une sensibilité. C'est l'hypersensibilité que j'ai aussi aux lieux, aux gens, aux émotions, aux sensations, tout. Donc ça m'est déjà arrivé de pas être bien en fait et de devoir sortir d'une salle, mais là je sentais que c'était quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus présent.